Et dans quelles circonstances vous êtes entré en contact avec le médecin pour lequel vous avez Voilà, travaillé? alors je cherchais du travail, bien entendu. Et en fait, je ne voulais pas rester à l'hôpital. Je préférais travailler en privé. Et c'était assez difficile de trouver du travail. Quand on était juif, même du travail simplement, parce que l'infirmière, c'était pas le bas de l'échelle, mais enfin, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, on m'avait donné des adresses, je suis allée voir un médecin, et je lui ai dit, ben voilà, mon état civil, et je suis juive, etc. J'ai mon diplôme d'État, j'avais passé mon diplôme d'État, et il m'a tout de suite fait confiance en me demandant en retour si j'accepterais de l'aider parce qu'il dirigeait un réseau de résistance. J'ai dit que oui, bien sûr. Et donc, il fallait faire le tri des patients qui venaient, entre ceux qui venaient pour se faire soigner et ceux qui venaient pour lui, pour avoir un contact. Mais voilà. Donc, j'ai été amenée à soigner quelques résistants blessés et ma carrière s'est arrêtée rapidement, ainsi que celle du médecin, parce que je passais tous les jours faire un pansement pour un FTP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette partie de résistants qui était francs-tireurs et partisans. Un tireur et partisan très près des communistes et qui ont joué un grand rôle dans la résistance. Et donc, je passais tout le jour faire le pansement d'un jeune garçon. Il était très jeune, il avait peut-être 19 ans ou 20 ans, et s'était investi complètement. Donc, il a été blessé gravement à la cuisse, opéré, et tous les jours, le médecin le suivait et j'allais lui faire un pansement. Je suis passée à 10h du matin, tranquillement. Il était hébergé dans une famille alsacienne qu'il avait accueilli, pensant que, bon, comme ça, chaleureusement. Et donc, je suis passée le matin tranquillement, j'ai fait mon pansement. Le médecin est passé l'après-midi et il a été arrêté et tout de suite envoyé dans un camp compensé de travail. Et en effet, il a abouti dans un camp d'extermination où, comme il était médecin, on avait besoin de médecins pour les cadres militaires du camp, qui ont joué par la suite un grand rôle dans l'extermination. Et donc, il a résisté jusqu'à la fin de la guerre. Et il est revenu en mauvaise santé, mais il est revenu. Et est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des déportations qu'il y a eu au sein de votre famille? Oui, alors il y a eu 17 personnes de déportées dans la famille, dont ma grand-mère qui avait 83 ans. Et vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de vos beaux-frères, belles-sœurs? Oui, alors à Clermont-Ferrand, qui était devenue zone libre, qui était restée zone libre quand j'y suis arrivée encore, mais les Allemands, le 8 novembre 1942, comme vous le savez peut-être, ont envahi la zone libre. Donc ils ont tout de suite commencé la chasse aux résistants et aux juifs. Donc les résistants qui pouvaient attraper, comme mon patron, bien sûr. Et mon mari avait une sœur qui était plus jeune que lui. Mon mari était prisonnier de guerre, mais il n'a pas eu de sévices particuliers. Il était avec tout le monde dans un camp, et voilà. Il est resté 4 ans et demi prisonnier. Donc il avait une sœur qui habitait Clermont-Ferrand, et j'avais été la voir parce que je connaissais la famille de mon futur mari, et on m'avait donné leur adresse. Et donc cette personne vivait à peu près normalement, et son mari travaillait normalement. Ils avaient un magasin à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de laine, mais de produits textiles. Oui, vestimentaires, aussi des bas, comme on en trouvait en coton, bien sûr. C'était pas du luxe, enfin des choses
de Basique. bonus, hein, banal. Et il y avait un service obligatoire qui s'appelait le service de travailleurs STO, ça s'appelait STO. Et comme lui et son frère tenaient ce magasin et qu'ils étaient anciens combattants de la guerre de 14 et juifs, ils ont pensé qu'ils ont répondu à l'appel du STO. Ils se sont donc fait inscrire, peut-être vraiment se mener à l'abattoir, mais ils ne le savaient pas. Et le jour où ils auraient dû se présenter, ils ne se sont pas présentés. Mais on les a arrêtés, on les a trouvés. Je ne vais pas vous dire les circonstances, mais ils ont été arrêtés. Et l'un était en très mauvaise santé, mon beau-frère, et l'autre a dû être dans un camp, on disait, de travail, parce que ceux qui pouvaient travailler, bien sûr, les Allemands leur faisaient faire les travaux les plus durs et les plus dégradants. Voilà. Et on n'a rien su d'eux avant la fin de la guerre. Et on a su, à la fin de la guerre, qu'ils avaient été exterminés. Ainsi que ma belle-sœur qui résistait jusqu'à la fin et qui a de 2 jours raté l'arrivée des Russes qui ont délivré le camp, puisque c'était Auschwitz. Et comment vous avez eu des nouvelles d'elle? Alors, on n'a pas eu de nouvelles d'elle tout de suite, on espérait toujours, bon, on ne savait pas. Ils ne donnaient pas de nouvelles, ils n'avaient pas le droit d'écrire, etc. Mais une jeune fille avait échappé, elle était partie travailler dans une usine de colorants. Les Allemands employaient les gens valides à toutes sortes de choses, et elle a été sauvée comme ça. Et après la guerre, elle connaissait bien ma belle-mère, ma belle-sœur, et elle est venue nous dire qu'elle l'avait vue à ses derniers moments, puisqu'elle elle a su qu'elle allait mourir, et elle triait des vêtements, et les Allemands avaient donc, comme je vous dis, très très peur de la contagion. Elle triait les vêtements des gens qui allaient être gazés, ils récupéraient tout, même souvent des chaussures, des postiches, des vêtements, tout. Et donc, ma belle-sœur a travaillé jusqu'au dernier jour au tri des vêtements. Donc, elle pensait, ou je ne sais pas évidemment, mais elle a su qu'elle allait mourir. Et voilà. De quel camp s'agissait-il? Auschwitz. Nous avons recueilli une enfant dont les parents ont été déportés. C'était des gens qui étaient, on disait à ce moment-là, apatrides, qui n'avaient pas de papier et que mon père connaissait. C'était des gens qui faisaient les marchés, vous voyez, des gens très, très simples, etc. Qui étaient d'origine polonaise, mais qui n'avaient pas de papier, pratiquement pas de papier. Ils avaient quand même le droit de travailler, mais ils étaient apatrides. Donc vous disiez tout à l'heure que en fait vous n'imaginiez pas leur destination à ces gens qui étaient absolument déportés. pas. On pensait que tous les gens qui étaient arrêtés, qu'ils soient juifs, il y a eu beaucoup d'Espagnols aussi qui étaient dans des camps de travail en France, qui ont été emmenés, enfin des gens de tout pays. Il y a même eu des Américains, puisque récemment on a parlé de quelque chose, qui séjournaient sur le sol français. Et donc, il y a eu, vous avez certainement vu ça à la télévision, des transports énormes de gens. On leur disait qu'ils allaient dans les camps de travail. Puis, ils savaient que enfin dans des conditions atroces que vous avez certainement, dont vous avez certainement entendu parler. Beaucoup mouraient en route, il n'y avait pas de sanitaire, c'était l'horreur, quoi. Paraît-il, puisque on l'a su après ça. Thèse d'un historien. Si une partie aussi importante des Juifs français a pu être sauvée, c'est grâce à la population française. Je pense que c'est l'un des pays où les Juifs ont été le moins déportés. La France a été relativement épargnée. Elle s'occupait des soins aux déportés. Je cite. Des gens qui n'avaient d'humain plus que leur nom. Et vous me disiez que quand vous avez appris ce qui s'était passé, vous avez voulu cacher quand même, Oui, on en parlait aussi peu que possible. notamment au reste de la famille. Vous vouliez Voilà. épargner. Les gens âgés, on ne leur disait pas tout ce qui s'était passé. On ne leur disait pas, parce qu'il n'y a pas eu d'avis de décès jusqu'à, enfin très très longtemps, jusqu'à ce qu'on ait pu prouver que telle et telle personne
était décédé dans un camp. Et ça, c'était pas à cause c'était à cause du chaos européen qu'il y avait. Les Alliés avaient gagné, mais l'Europe était exempte. Vous parliez hier que, en fait, il y avait ce qui était le plus fort chez vous, c'était l'appétit de vivre. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Oui, oui, bien sûr. Nous étions encore jeunes et on voulait essayer d'obérer les années qu'on n'avait pas vécues. On aimait sortir, écouter de la musique. D'ailleurs, mon mari était musicien, c'était son métier. Et aller au cinéma aussi, surtout, puisque pendant des années, on avait été pas privé de cinéma, puisqu'il y avait toujours eu des films, mais dès qu'on a pu voir, on disait toujours la guerre sera terminée quand on pourra voir, autant emporte le vent. Vous avez certainement entendu parler de ce film. 1950, Montbéliard a un projet de jumelage avec une ville allemande. Ce fut un scandale car c'était la première ville à avoir fait ça en France. Et alors je vous disais hier, pour terminer, est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu de la chance pendant cette période-là? Oui. La preuve, puisque je vais avoir 94 ans et que je suis encore là. On se demande pourquoi d'ailleurs. On vit si vieux. Alors que tant de jeunes disparaissent. Ça semble injuste. Voilà. Et est-ce que vous avez, pendant cette période-là de la guerre, eu peur? Pas trop. Pas trop. On circulait même de nuit, puisque le couvre-feu était à 6h30 et de par notre métier, on était appelés à circuler. On avait un papier quand même. Mais non, peur vraiment pas. Et si on accepte d'aider la résistance, on ne doit pas avoir peur. Non, pas trop peur. Les relations avec l'Allemagne sont meilleures aujourd'hui. Les préjugés ont disparu, l'Allemagne a aussi souffert. Je cite. On ne peut pas vraiment savoir comment a souffert la population allemande après la guerre.